Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous poursuivons cette semaine notre discussion avec Bernard Michon, historien, maître de conférences à l'Université de Nantes, et Anne-Sophie Coudray, étudiante en master de recherche à l'Université de Nantes, sous la direction d'Antonio de Almeida Mendes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, on a commencé à parler des fuites d'esclaves. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux fuites de femmes esclaves. Anne-Sophie Coudray, dans votre travail, vous êtes intéressée en particulier à cette thématique, aux femmes. Pour quelles raisons ? D'abord parce que la présence de la femme esclave dans l'historiographie de l'esclavage est récente et n'est soulignée que depuis les années 1980. Avant cette date, rares sont les études qui analysent leurs conditions de vie et l'importance de leur résistance. Je peux citer ici l'ouvrage majeur de Deborah Gray, Aren't I a Woman, publié en 1985, l'une des premières recherches sur les femmes esclaves, qui entend montrer que ces dernières combattirent elles aussi pour leur libération. Mais surtout, en fait, lors de mon travail de recherche sur les annonces de fuite, j'ai remarqué la très faible implication de ces femmes dans les fuites dites de fugitifs. Et pour autant, on sait que, tout comme les hommes, les femmes esclaves n'échappaient pas aux abus physiques de la part des Blancs. Et de ce fait, je souhaitais mieux comprendre les raisons pour lesquelles si peu de femmes décidaient de quitter la plantation, alors que leurs conditions les rendaient sans doute bien plus vulnérables que n'importe quel autre esclave. Et quelle spécificité, justement, avez-vous pu trouver ? Alors, dans un premier temps, j'ai pu observer que le marronnage de femmes était en Virginie, mais ce fut le cas aussi dans tous les États esclavagistes, entre les années 1750 et 1850, un fait extrêmement minoritaire. Leur rôle fondamental au sein de la plantation fut sans doute la principale raison qui expliquait pourquoi si peu d'entre elles décidaient de fuir définitivement. Et d'ailleurs, Stephanie Camp, dans son ouvrage Closer to Freedom, l'une des études les plus récentes sur les femmes esclaves, montre bien que la plupart des mères esclaves se sentaient exister en tant que femmes et en tant qu'êtres à travers les multiples activités et les besoins familiaux dont elles dépendaient. Est-ce que vous pouvez expliciter sur ces besoins, sur leurs activités particulières, justement, qui les distinguaient des hommes ? Je pense par exemple aux femmes esclaves âgées, qui étaient appréciées dans la communauté pour leur courage, qui avaient un rôle de médecin, qui avaient réussi à survivre grâce au savoir accumulé au cours de leur vie, et qui incarnaient aussi le lien entre les générations en participant au legs de la culture africaine, et dont l'exemple était suivi par d'autres femmes. Mais il y avait aussi des devoirs affectifs qui leur étaient incombés, et un devoir de fidélité en fait envers cette communauté qui renforçait leur attachement aux terres du Sud. Et puis aussi, un élément important, c'est que les sanctions contre les femmes fugitives qui décidaient de s'enfuir et qui osaient abandonner leurs enfants étaient nombreuses et normalisaient ce dévouement de ces dernières à leur famille. Et il est certain que cela constitue un élément de pression qui les empêchait de fuir vers le nord. Et puis, un dernier élément que je pourrais évoquer, il faut dire aussi que la mobilité réduite dont la femme était victime, bien plus que les hommes, a tenu à renforcer, je pense, son implantation à la ferme, mais au sens plus large à la plantation de son maître. Car c'était souvent l'homme qui était chargé de transporter des personnes, des messages ou des biens, dont pouvaient être seuls chargés les cavaliers, les commissionnaires, et dont étaient exclus la majorité des femmes. Donc les femmes restaient davantage sur les plantations, donc ce qui explique que les opportunités de fuite étaient plus limitées. Exactement. Mais toutefois, ce que les sources montrent, c'est que beaucoup de femmes esclaves étaient impliquées dans le processus de fuite dite temporaire, car cela leur permettait de concilier leur désir de fuir et leur désir de rester auprès de leur famille. Elles pouvaient notamment fuir pendant des jours, des semaines pour protester contre des manques de nourriture, des violences physiques, sexuelles, et pouvaient négocier avec le maître à leur retour. Alors leur fuite était donc des symboles de contestation, mais d'autres femmes étaient aussi impliquées dans ces fuites temporaires en aidant d'autres fugitifs à s'échapper.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Anne-Sophie Coudray et Bernard Michon. Pour décrire les routes empruntées par ces esclaves fugitifs, on utilise l'expression de chemin de fer souterrain. Alors, quelles sont les principales destinations de ces esclaves en fuite ? Anne-Sophie Coudray. Alors, effectivement, le légendaire Underground Railroad, littéralement traduit en français par le chemin de fer souterrain, je tiens à préciser qu'il n'en était pas un. Le terme underground avait été choisi pour désigner une opération secrète menée par des abolitionnistes qui risquaient leur vie pour conduire les esclaves jusqu'au Canada. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que cette image d'un réel chemin de fer souterrain traversant les États-Unis jusqu'au Canada fut si répandue dans les années 1800 aux États-Unis que la plupart des personnes pensaient réellement qu'un train s'aventurait dans un tunnel souterrain, transportant à son bord des milliers d'esclaves jusqu'au Canada. Et en fait, le chemin de fer souterrain était un réseau de communication, une sorte de relais bénévole dans lequel les abolitionnistes étaient chargés de loger, transporter et guider les fugitifs jusqu'au Canada. Alors, quant aux destinations, certains fugitifs, avant la promulgation de la loi fédérale de 1850, le Fugitive Slave Act, qui empêche les esclaves de trouver refuge dans les États du Nord ayant aboli l'esclavage, et qui les oblige à retourner chez leurs propriétaires, ils décidèrent de s'arrêter dans ces États libres du Nord. Je pense au Massachusetts, le New Hampshire, New York aussi. Mais en tout cas, après la promulgation de cette loi, les fugitifs empruntèrent effectivement le chemin de fer souterrain, mais jusqu'au Canada. Alors pour rejoindre ces destinations, il fallait d'une part, comme sur le modèle d'un réel réseau ferroviaire, rejoindre des stations qui leur permettaient d'intégrer ce réseau. Et durant les années 1830, plusieurs terminus de l'Underground Railroad sont créés au Canada. Alors de manière générale, les esclaves provenant du Kansas, du Missouri, traversèrent l'Illinois pour atteindre Chicago, où de là, ils pouvaient embarquer sur un navire, traverser le lac Michigan pour atteindre Détroit, qui était une ville à la frontière du Canada. Et enfin, les esclaves originaires du Haut-Sud, de la côte Est, Pennsylvanie, New York, traversaient leurs États, par exemple, pour atteindre les villes du Canada à proximité des frontières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existait plusieurs États passerelles. Je pense à l'État de New York ou l'État de Michigan, qui sont en fait des États quasi frontaliers du Canada. Par exemple, la ville de Buffalo, dans l'État de New York, est peuplée d'une population noire libre qui fut particulièrement active dans l'aide aux évasions d'esclaves. Et l'une des stations les plus fréquentées par ces fugitifs fut sans doute l'avenue Baptist Church, une église baptiste, qui fut localisée sur la 511 Michigan Avenue, qui cacha des centaines et des centaines d'esclaves fugitifs par an. Et comment ils se déplaçaient, ces esclaves fugitifs, pour rejoindre le Canada ? Alors, ils se déplaçaient soit via effectivement ce réseau secret du chemin de fer d'anglais clandestin, ou alors ils se déplaçaient en solitaire ou collectivement en tentant de trouver les chemins les menant jusqu'au nord. Dans le cadre de votre deuxième année de master, Anne-Sophie Coudray, vous étudiez l'arrivée de ces esclaves fugitifs dans 3 villes canadiennes. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors la première ville que j'étudie d'une part est la ville de Windsor. Elle se trouve au sud-ouest du Canada, près de l'État du Michigan. Et la seconde ville est London. Elle est localisée au centre de la province. Et à son est se trouve la troisième ville que j'étudie, qui est Sainte-Catherine. Alors en fait, si je puis dire, London se trouve presque à l'intersection de ces deux villes. Et le choix de ces 3 villes n'est pas anodin. Démographiquement, ce sont toutes 3 des villes de taille moyenne qui se sont développées dans les mêmes périodes, même si London, dans la seconde moitié du XIXe siècle, possède un nombre total d'habitants bien plus élevé, qu'on estime à environ 11 ou 12 000 habitants. Mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que dans ces 3 villes, qu'elles soient frontalières ou non des États-Unis, le nombre d'habitants noirs est, en comparaison avec la population blanche, très faiblement représenté. À London, par exemple, environ 300 personnes de couleur habitent cette ville. Et les annonces de fuite et l'étude autobiographique des fugitifs m'ont permis de rendre compte brièvement, dans mon premier mémoire, de l'intégration difficile de ces derniers au Canada. Alors cette année, je souhaite étudier dans mon mémoire la façon dont ces fugitifs arrivaient dans ces 3 villes spécifiques, à analyser les routes majeures qui se dessinent, étudier leur arrivée en terre canadienne aussi, car ils arrivaient souvent dans des conditions extrêmement miséreuses, étudier leur prise en charge, savoir s'ils étaient délaissés ou non à leur arrivée, car leur arrivée était en somme une première difficulté. Mais surtout, et c'est ce dont je parlerai dans mon second chapitre, les sources montrent l'existence d'un racisme extrêmement répandu dans ces villes canadiennes et une transformation de la tolérance des Canadiens envers l'arrivée massive de ces esclaves.
Alors, je souhaite étudier les difficultés que rencontrent ces anciens esclaves pour se défaire de leurs mots américains et comprendre les difficultés qu'implique le passage du statut de fugitif à réfugié, qui sont finalement des questions assez actuelles. Et on suivra vos travaux de recherche avec attention. On espère même que vous reveniez ici pour nous expliquer la suite. Anne-Sophie Coudray, merci. Bernard Michon se retrouve la semaine prochaine. Alors pour 3 émissions, on va poursuivre notre cycle sur les États-Unis. Nous aborderons les musiques noires américaines, du work song au hip-hop en passant par les negro spirituals, le jazz et le blues, avec Emmanuel Parent. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.